Deux invités dans ce jeu de dames, la sénatrice socialiste de Paris, Bariza Chiari. Elle est la première femme issue de l'immigration à avoir été élue au Sénat en 2004. Et tout de suite, Charles Pasqua, plus de 40 ans de vie politique. L'ancien ministre de l'Intérieur publie le deuxième volume de ses mémoires. Ce qu'il sait, il le dit maintenant à Hélène Risser, Sonia Mabrouk et Perrine Tarnot. Ce que je sais, Charles Pasqua, c'est le tome numéro 2 de vos mémoires, un mémoire qui couvre cette fois-ci la période allant de 1988 à 1995. Un magnifique désastre, c'est le sous-titre sur cette période. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, je voudrais lire un petit peu l'épigraphe de ce tome 2 de vos mémoires, épigraphe tirée de l'éloge de la folie d'Erasme. Quoi de plus insensé que de flatter le peuple pour une candidature, d'acheter ses suffrages, de pourchasser l'applaudissement de tant de fous, de se complaire à être acclamé et de se faire porter en triomphe comme une idole. Pourquoi cette autocritique? Sur le front, c'est pas pour moi. C'est pour ceux qui s'y croient. C'est pour la nef des fous? Oui, un peu. C'est le titre ça du préambule de votre livre, la nef des fous. Que des fous en politique alors? Oh, que des fous, c'est un peu excessif. Mais chacun, à certains moments, est emporté par ses passions ou par une vision un peu psychédélique du monde. Alors dans ce livre justement, Charles Pasqua, vous êtes très sévère avec Jacques Chirac. Selon vous, c'est une erreur de casting. Depuis quand saviez-vous qu'il n'était pas à la hauteur de la fonction, selon vous? Oh, les choses se démontrent avec le temps. Ce sont les événements qui permettent de juger les hommes et non pas leurs déclarations. Je crois que Chirac avait beaucoup de qualités. Il a du charisme, ce qui est indispensable en politique. Il donne aussi le sentiment, je crois qu'il l'a, d'aimer les autres. Si on n'a pas ces qualités, il vaut mieux faire autre chose. Entrer dans la gendarmerie ou la direction des impôts. Bon, il a donc des qualités indiscutables. Mais dans le même temps, je pense que ce qui lui a manqué, c'est, alors qu'il a commencé dans l'action politique sous l'égide du gaullisme, ce qui lui a manqué, c'est le sens de la rigueur. Et rapidement, il a préféré le compromis à ce que moi je considère comme indispensable. C'est-à-dire rester fidèle à un certain nombre de principes. Je reconnais que tout ça fait un peu ringard à l'époque actuelle, puisqu'on voit à gauche comme à droite, qu'en définitive, personne ne semble croire à rien. Sur quoi, par exemple, il aurait manqué de rigueur, Jacques Chirac? Sur un certain nombre de choses, ne serait-ce que lors de l'affaire de Maastricht, personne n'était contre l'Europe. Mais le fait de voir le chef de file des gaullistes accepter le principe de l'intégration, qui était une monumentale bêtise. Et c'est confirmé aujourd'hui, puisqu'on voit bien que confronté aux difficultés économiques, chaque nation reprend ses billes. La plus grande qualité, selon vous, Charles Pasqua, c'est la rigueur. Apparemment, vous avez toujours été rigoureux dans toutes vos actions. En tous les cas, dans la fidélité aux conceptions auxquelles j'ai consacré ma vie, oui. Vous dites dans votre livre, parce que là vous avez donné quelques exemples des critiques que vous faites sur Jacques Chirac, mais il y en a une qui est particulièrement, qui semble particulièrement dure. Elle concerne la campagne, notamment sur la fracture sociale. Vous qualifiez ça de supercherie électorale parce que Jacques Chirac finalement faisait des promesses qui ne pouvaient pas satisfaire. Ça on le savait dès le début, vous le saviez dès la campagne qu'il ne pourrait pas les satisfaire, ces promesses, parce que vous avez l'air d'être rétrospectivement très clairvoyant. Vous dites d'ailleurs très clairvoyant dans ce livre. Mais il ne vous a pas échappé que je ne faisais pas la campagne de Chirac. Oui, bien sûr. Bon. Bien sûr. Donc j'avais peut-être un regard plus objectif. En réalité, celui qui a managé Chirac, celui qui lui a permis de surmonter les épreuves auxquelles il était confronté, c'est Séguin. Celui qui a brandi l'étendard de la lutte contre la fracture sociale, c'est également Séguin. Mais cette idée de lutte contre la fracture sociale n'était pas seulement l'idée de Séguin, c'était la nôtre, notamment au club que nous avions créé ensemble, Demain la France. Mais Séguin lui-même était assez lucide, parce que 8 jours même avant
le premier tour des élections, il sentait bien que les choses lui échappaient, et que dès lors que Chirac s'était servi du thème de la fracture sociale pour émerger, il revenait à ses errements anciens. Voilà, ces errements anciens, c'était la recherche du compromis. Et c'est pas comme ça qu'on peut gouverner. Est-ce que le titre de votre livre, un magnifique désastre, ça s'applique à ça finalement, à l'élection de Jacques Chirac, pour ceux qui... Non, pas seulement ça. Pas seulement. Non, ça s'applique à la fois à Mitterrand et à Chirac. Parce que lorsqu'on regarde les conséquences de la gestion de ces deux personnages politiques, on est frappé par un certain parallélisme et par une symétrie. Je veux dire par là que tous les deux, Mitterrand a essayé de mettre sur orbite le successeur qu'il avait désigné. Ce successeur, c'était Fabius. Il a échoué, à la suite de quoi il y a eu un certain nombre de tensions dans le Parti socialiste, et à la fin du septennat de Mitterrand, le Parti socialiste était en guenille. En ce qui concerne Chirac, il a un peu la même démarche. C'est-à-dire qu'il essaie de mettre en piste le successeur qu'il a choisi et qui est Juppé. Il échoue finalement. Et à la fin de son action, c'est le mongoliste qui est en guenille. C'est pour cela que je parle de magnifique désastre. C'est pas seulement... Est-ce que sans... Comment ? Il laisse des partis en lambeaux, Absolument, en fait. tous les deux. Sans Jacques Chirac, On n'en est pas ressorti, encore aujourd'hui. Sans Jacques Chirac, est-ce que vous auriez eu ce destin politique? Je n'en sais rien, mais le problème ne se posait pas en ces termes. Je veux dire par là que moi, je n'étais pas à la recherche d'un destin. Mais vous l'avez eu grâce à lui, quand même. Non, je ne l'ai pas eu grâce à lui. Je dirais que lui, il l'a eu grâce à moi. En partie, ce qui est un peu différent. Parce que celui qui est à l'origine de la renaissance du mongoliste, c'est lui en tant que vecteur. Mais celui qui a ranimé les choses et qui lui a apporté un mouvement reconstruit, c'est moi, c'est pas lui. Mais il n'y a rien à regretter de ce point de vue. Je veux dire par là que moi, je n'étais pas à la recherche d'un destin personnel. Je n'ai pas agi pour moi. Je reconnais qu'aujourd'hui, c'est difficile de comprendre ça. Mais je pense qu'aussi bien à gauche qu'à droite, il y a des gens qui sont capables de militer pour une idée. Voilà. Et que cette idée, le service de cette idée, dépasse de loin leurs personnes et leurs intérêts. Alors dans ce livre, vous parlez aussi de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy vous a souvent, longtemps, agacé et pourtant vous êtes relativement tendre avec lui. Vous ne lui en voulez pas? Je n'ai pas de raison particulière de lui en vouloir. Vous avoir piqué, par exemple, la mairie de Neuilly, Rien au début piqué, de sa carrière. Non, mais il ne m'a rien piqué du tout. C'est bien que ça fait partie ça fait partie du roman, ça. Ah bon? Il avait une envie folle de la mairie de Neuilly, ce qui n'était pas mon cas. Je n'ai jamais eu la tripe municipale. Bon, lui... En tout cas, vous n'êtes pas rancunier vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Non, mais je n'ai pas de raison. Je n'ai pas de raison. C'est moi qui l'ai le premier décelé ses talents, qui l'ai mis en piste. Après, mon Dieu, chacun... Vous les avez tous aidés à vous entendre. Vous êtes à chaque fois à l'origine de leur carrière. Non, ce n'est pas à m'entendre. C'est la réalité des choses. En tous les cas, en ce qui concerne ceux qui étaient dans les Hauts-de-Seine. Ailleurs, c'est un autre problème. Alors pour revenir à Nicolas Sarkozy, il est assez peu présent dans ce livre, mais bon, c'est vrai qu'il s'arrête à 95. Donc il le sera dans le prochain. Alors c'est pour ça, on attend impatiemment la suite de vos mémoires. Quand on voit le diagnostic que vous faites sur Chirac, la supercherie électorale, les promesses de campagne pas tenues, on pense à la campagne de Nicolas Sarkozy aussi sur la question du pouvoir d'achat. Est-ce que vous allez être aussi dur sur Nicolas Sarkozy que ce que vous l'êtes sur Jacques Chirac? Je crois que Nicolas Sarkozy a une qualité que n'avaient pas les autres. Je veux dire qu'il est très pragmatique et il le dit. Il n'a pas d'engagement idéologique. On peut le regretter, on peut s'en féliciter, mais ça lui donne une aisance que n'avaient pas les autres. Je veux dire par là qu'il est libéral à certains moments, il est dirigiste s'il considère qu'il faut intervenir, sur quoi il a tout à fait raison, parce qu'un homme d'État ne doit pas se sentir les mains liées par un certain nombre de considérations idéologiques. Il faut s'adapter à la situation devant laquelle on se trouve. Donc ça, c'est sa principale force aujourd'hui. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Et il faut ajouter à cela des qualités d'activisme
qui ont fait merveille. Alors il se trouve que personne n'avait tiré les conséquences du passage au quinquennat. Or le passage au quinquennat, c'était une avancée vers le régime présidentiel, ce qui veut dire davantage d'engagement du président de la République. Ça se convient tout à fait au tempérament du président actuel. Est-ce que des qualités particulières ont été révélées de Nicolas Sarkozy avec la crise, justement? Ah oui, certainement. Certainement. Je pense que notre président aurait peut-être été, comment dirais-je, je ne voudrais pas employer de mots qui prêtent à confusion. Je pense que notre président aurait probablement été plus réservé. Nicolas Sarkozy est très convaincu du bien fondé de sa démarche. Certains diraient qu'il a beaucoup de culot. Bon. Mais il se trouve que ce faisant, il a fait bouger les choses. Et il a entraîné l'Europe dans la voie des mesures à prendre indispensables pour limiter les dégâts et amorcer le redressement. D'accord, donc si on comprend bien, là ce sera que des bons points pour Nicolas Sarkozy alors? Pour l'instant. Pour l'instant, Nous verrons bien sans à terme nuance. comment cela se fera, mais pour l'instant on n'a rien à redire à ce qu'il a engagé. Les carnets en ce moment d'Yves Bertrand sont un peu partout. Yves Bertrand, l'ancien patron des RG, ils sont notamment ces carnets entre les mains des avocats, de la justice. Est-ce que vous souhaitez qu'ils soient rendus publics, même s'ils vous mettent en cause? Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'ils soient rendus publics. D'autres que moi, ils voient Vous aimeriez même? D'autres que moi, ils voient des inconvénients, certainement. Mais vous aimeriez bien? Oui, moi, ça ne me gêne en rien. Pour quelle raison? C'est vrai que ça a été aussi le fait qu'il soit communiqué à la défense a justement été une des demandes des avocats de la défense. Vous pensez que c'est... Je dois dire que je n'ai pas très bien compris l'entêtement du parquet, dans une première étape, à refuser que ces carnets soient communiqués. Dans la mesure où, de toute manière, à l'occasion de l'engagement des procédures sur Clearstream, un certain nombre d'avocats connaissaient déjà ces carnets. Je ne vois pas pourquoi on ne les aurait pas communiqués aux autres. Est-ce que cette affaire révèle, selon vous, l'existence d'un cabinet noir au service de Jacques Chirac et sous l'autorité de Jacques Chirac? Ou d'une cellule, disons, pour neutraliser ses adversaires? Un cabinet noir auprès de Jacques Chirac, je n'en sais rien. Alors une cellule, C'est quoi un si vous cabinet préférez. noir, finalement? Pardon? C'est quoi, une cellule ou un Je sais cabinet pas, noir? moi. Vous savez Je sais pas. ce que c'est un cabinet noir. Mais ça révèle quoi ces C'est carnets? bien. Parce que c'est vrai que quand on lit dans la presse les détails sur ces carnets, bon, on se pose plein de questions et on se demande justement de quoi ça témoigne, de quelle pratique ça témoigne. Vous qui avez quand même été longtemps ministre de l'Intérieur, vous avez connu des patrons des RG. Est-ce que c'est une pratique courante, ce genre de carnet? Les carnets, je n'en sais rien, moi je n'en ai jamais entendu parler. Mais les carnets dont on parle ne sont jamais que le support des notes blanches des RG, je suppose. Moi, je n'ai jamais accordé beaucoup d'importance à ces notes blanches. Elles arrivaient chez mon directeur de cabinet. Lorsqu'il voyait quelque chose de particulièrement intéressant, il me le signalait. Ça devait arriver, je sais pas, une fois tous les 15 jours, en mettant les choses au mieux. Pour le reste, c'était effectivement plutôt du niveau des ragots. Donc Mais Nicolas j'ai Sarkozy. l'impression qu'avec les carnets de Bertrand, on est dans un autre domaine. Je veux dire par là Lequel? qu'à un certain moment, Bertrand, sur ordre ou de son propre chef, a engagé un certain nombre de surveillances, d'écoute, etc., contre des responsables politiques ou des gens de leur entourage. Et ça, c'est inacceptable. Mais il l'a fait seul, à votre avis? Je ne sais pas de qui il a reçu des instructions. Sûrement pas des ministres de l'Intérieur. Mais pourquoi il le faisait? Il faut lui demander. Parce que vous disiez que ce n'est pas un cabinet Il l'a noir. fait pour rendre service, certainement. Oui, mais donc s'il a fait pour rendre service, il y a bien eu À un qui, usage de donc ces carnets. À qui dans ces cas-là? Ce qui renforce donc la présomption de Poser la l'existence. question, c'est y répondre. Mais ça renforce la présomption de l'existence donc d'un cabinet noir. D'une police politique, en tous les cas. Police politique, il ne faut pas employer de grands mots, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, qu'il ait agi au bénéfice de Jacques Chirac, ça me paraît évident. Sur les instructions de qui, je n'en sais rien. C'est la question qu'il faudra lui poser. Voilà. Pardon, vous disiez poser la question, c'est y répondre. Pour les téléspectateurs qui n'auraient peut-être pas très bien compris, est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis simplement que lorsque vous interrogez sur
l'existence de telles pratiques et sur le fait de savoir qui aurait pu donner des instructions pour qu'elles soient mises en route, la réponse coule de source. C'est le pouvoir. Le pouvoir dans ce qu'il y a de plus élevé. Voilà. Mais vous lisiez jamais les notes des renseignements généraux. Vous dites, c'est votre directeur de cabinet. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux dire que les renseignements généraux, une partie des renseignements généraux que je considérais comme extrêmement utiles, c'est tout ce qui avait lieu à la surveillance des milieux terroristes, extrémistes, intégristes, etc. Le reste, les histoires de coucherie, les histoires de déboires économiques de telle famille, rien à faire, franchement. Vous les regardiez quand même? Comment? Vous les regardiez quand même? Non. Mon directeur de cabinet se chargeait de faire le tri. En tout cas, pour mettre fin à ces pratiques, vous estimez que c'est une bonne chose que Nicolas Sarkozy ait supprimé les renseignements généraux? Bon, on l'avait décidé avant lui. Hein. Mais c'est lui qui l'a mis en pratique, c'est lui qui l'a fait. Lorsqu'il est arrivé, il fallait bien qu'il assume. C'est bien, pas de problème. Alors Charles Pasqua, dans votre livre, il est aussi beaucoup question de François Mitterrand. Vos échanges étaient fréquents. Vous décrivez, vous parlez de déjeuner à bâton rompu. De quoi, de qui parliez-vous? Vous avez sûrement beaucoup d'anecdotes à nous raconter, une en particulier? Non, mais le propre des déjeuners à bâton, où l'on parle à bâton rompu, des déjeuners qui revêtent un caractère privé, c'est qu'ils ne sont pas destinés à être rendus publics. Voilà, donc, la seule chose que même longtemps après, parce que là, du temps a passé, vous publiez vos mémoires, donc il y a peut-être rien des choses que l'on ne dit pas. Mais à vous lire, à vous entendre... La seule chose, c'est que François Mitterrand était assez dur avec ses propres amis, c'est le moins que l'on puisse dire. Moi, je n'étais pas très tendre avec les miens, donc... vous entendez bien, le teneur des conversations, alors. Donc les bateaux rompus sur le dos de qui? Quand on dit sur le dos des autres. Sur le dos des autres. Il aimait bien ça, Mitterrand? Oui, mais il était très fin, d'ailleurs. Vous entendre, à vous lire, on comprend que vous respectiez Mitterrand, pourtant vous n'avez cessé de le combattre. Vous ne respectiez pas Jacques Chirac, et pourtant vous l'avez, avec d'autres, beaucoup aidé. Est-ce que vous étiez en plein paradoxe, en contradiction avec vous-même? Non, pas du tout. Mitterrand était un adversaire politique. En tant que tel, je ne lui ai jamais fait de cadeau. Il ne m'en a jamais fait non plus. Mais Mitterrand ne confondait pas les attaques politiques avec les attaques personnelles. Moi, je n'ai jamais attaqué personnellement Mitterrand. Mais sur le plan politique, je sais que j'ai été assez dur. J'ai même demandé son passage en haute cour. C'est difficile de faire mieux. Bon, mais il ne m'en a pas du tout voulu. En ce qui concerne Jacques Chirac, le problème est totalement différent. Je veux dire par là que je n'avais pas d'animosité particulière envers Jacques Chirac, au contraire. J'avais de l'amitié pour lui. Mais, comment dirais-je, peut-être étais-je trop exigeant. Une dernière chose qui est frappant à vous lire, c'est qu'on voit que la rancune a l'air de jouer un rôle très important. Vous nous racontez notamment une anecdote sur François Mitterrand qui en veut énormément à Édouard Balladur, qui ne l'a pas cité une fois lors d'un discours. C'est si important que ça, la rancune, c'est un des moteurs des politiques à ce niveau-là? C'est pas seulement un moteur des politiques. La question est beaucoup plus importante que ça. Je crois que chez l'homme, probablement chez la femme aussi d'ailleurs, mais je pense que dans le genre humain, la rancune tient une place beaucoup plus importante qu'elle ne devrait. J'ai notamment regretté qu'au lendemain des élections présidentielles de 1995, Jacques Chirac soit polarisé sur le fait que Balladur avait été candidat contre lui. D'ailleurs, quand il me demande d'aller le voir, je vais le voir. La première des choses qu'ils me disent, c'est « Ah ben tu sais, il m'a vraiment trahi ». Je dis « Mais que ça peut faire ?» D'ailleurs, je parle un peu plus grossièrement que ça, d'ailleurs. C'est que ça peut foutre. Tu es élu. Il me dit, ah oui, mais tu sais. Je dis, mais tu es élu. Tout ça n'a plus aucune importance. Le roi de France oublie les injures faites au duc d'Orléans. Eh bien, non, je me suis trompé. Or, il avait reçu Balladur 3 jours avant. Avec Balladur, il avait fait une autre scène, qui était le grand pardon, etc. En réalité, il n'a rien pardonné du tout. Et il a poursuivi de sa vindicte, ce qui m'a beaucoup étonné, parce que je ne le voyais pas du tout dans ce type de personnage. Il a poursuivi de sa vindicte tous ceux qui avaient soutenu Balladur, sauf moi.
Moi, je dois dire, il a fait tout ce qu'il a pu pour me récupérer. Il n'en avait pas besoin. D'ailleurs, moi, je ne demandais rien. Et par conséquent, le problème ne se posait pas. Mais vous leur demandez, vous, de ne pas être rancunier. Pourquoi vous, on a l'impression que vous l'êtes quand même, vis-à-vis de Chirac, vis-à-vis de... Je ne suis pas rancunier, je suis sévère. Ce qui est tout à fait autre chose. Qui aime bien, châtie bien. Les sentiments que l'on éprouve sont à la hauteur de ce que l'on ambitionnait pour celui que l'on a contribué à hisser sur le pavois. Charles Pasqua, vous avez vécu plusieurs vies au sommet du pouvoir et des honneurs, et aujourd'hui, vous devez défendre votre honneur devant la justice, devant les magistrats. Est-ce que ça valait la peine, tout ça, toutes ces batailles, tous ces efforts? Ouais, d'abord, c'est pas moi qui ai souhaité avoir des problèmes avec les magistrats et la justice. Bon. J'ai déjà eu l'occasion de dire que ces problèmes n'avaient commencé pour moi qu'à partir du moment où j'avais semblé constituer un danger pour Chirac. Oui. À partir de l'an 2000. Bon. Ça fait 8 ans que ça dure. Ça fait 8 ans que ma famille endure tout ça, non seulement moi. Moi, j'ai la peau assez épaisse. Je suis un vieux combattant. Pour ma famille, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus sensible. Et je trouve que c'est assez consternant et scandaleux. Je veux dire, à part là que nous vivons dans un monde où, quelles qu'aient été les volontés de réforme, les choses n'ont pas tellement changé, que la présomption d'innocence est bafouée, le secret de l'instruction est devenu... Il y a une injustice envers vous, vous trouvez? Je ne parle pas seulement de moi, madame. Je parle d'une manière générale. Je dis la présomption d'innocence est bafouée, elle l'est en permanence. Le secret de l'instruction, qui devrait être total, est devenu le secret de Polichinelle. À part ça, tout va très bien. Voilà. Donc il faudra bien que les choses trouvent leur terme. Elles le trouveront pour moi comme pour les autres. Vous l'avez envoyé, votre livre, à Jacques Chirac? Non. Non. Vous n'avez pas l'intention de le faire? Non. Vous n'avez plus de relation avec lui, c'est fini? C'est pas que je n'ai pas de relation, il n'a qu'à l'acheter. Quand lui a fait un livre de mémoire avec PA, il n'a pas eu le besoin de me l'envoyer. Merci Charles Pasqua. Merci à vous, mesdames. Aujourd'hui, sur le place peut-être. Comment? Vous nous le dédicacerez à nous, peut-être. Ah, si vous voulez, avec plaisir. Avec plaisir. Merci de votre accueil. Merci Charles Pasqua. Bariza Chiari, elle n'a pas encore écrit ses mémoires, et pourtant son parcours est passionnant puisqu'il traverse l'histoire de la France de ces 60 dernières années. Bariza Chiari a été élue il y a 4 ans au Sénat. Elle est le premier sénateur issu de la diversité. Diversité justement qu'elle essaye encore et toujours de promouvoir au sein de son parti, le Parti socialiste. Regardez notamment ce clip réalisé en vue du congrès de Reims. Nous sommes les héritiers de Montaigne, d'Averroès, de Voltaire et de Césaire. Nous sommes les enfants de l'histoire de France. La France est en nous, mais les inégalités subsistent. Alors je pense, la France est en nous, discrimination, rejeté aux marges de la nation. La France est en nous, mais les inégalités subsistent. Alors je pense, la France est en nous, discrimination. Voilà Bariza Chiari, ce clip, bonjour, merci d'être avec nous d'abord, ce clip qui avait été à l'origine fabriqué pour le congrès du Parti socialiste, mais le message va bien au-delà des militants socialistes, il s'adresse à l'ensemble des citoyens. C'est quoi ce message que vous voulez faire passer à travers ce clip qu'on peut visionner sur Internet? Alors ce clip, c'est surtout pour montrer que les discriminations sont de véritables morts sociales et qu'elles n'ont pas de raison d'exister dans notre pays. Et aussi pour montrer que nous sommes citoyens, que nous ne sommes pas aux marges de la nation, mais en son cœur, dans la mesure où nous sommes des citoyens. Et ce que nous voulions dire, c'est le message de 1789, par-delà les religions, par-delà les races, tous citoyens. Alors vous dites justement dans ce clip, on l'entend, ce sont des phrases très fortes. Nous sommes les héritiers de Montaigne et d'Averroès, de Voltaire et de Césaire, et pourtant on reste les issus de la diversité. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Alors nous avons une histoire commune. Et ça, nous avons rappelé que nous avons une histoire commune. Nous sommes les enfants de cette histoire. Nous sommes la production de cette histoire commune. Et ce que nous voulions dire, c'était
Pourquoi toujours nous appeler par quelque chose? Ça a été les Beurs à un moment donné, on a ethnicisé le terme, ça a été les Arabes, ça a été les musulmans, ça a été les issus de la diversité, les issus de l'immigration, on n'arrive pas à nous nommer. Et Camus disait justement, cet algéro-français, disait justement, ou ce franco-algérien, disait justement, mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde, et nous voulons juste être français. Alors quand on vous présente comme une sénatrice arabo-musulmane, notamment dans les médias, vous réagissez comment? Ça vous énerve? Alors non, moi je suis de culture arabo-musulmane et je revendique cette culture arabo-musulmane comme d'autres revendiquent la culture judéo-chrétienne. Mais je suis une citoyenne et ça c'est la culture et c'est pas du tout, c'est culturel et non pas cultuel. Et parce qu'on ne peut pas renier ses origines, parce que si on grandit, on ne grandit pas quand on renie ses origines. D'accord, donc on peut les parler, mais vous êtes tout à fait prête à ce qu'on vous présente de la sorte, mais vous ne voulez pas être en permanence renvoyé à ça, si je comprends bien. Je ne veux pas être renvoyé à ça, je pense qu'on peut être français et en même temps de culture arabo-musulmane. Alors justement, ça nous ramène à 2004, lorsque vous avez été élue sénatrice, la première sénatrice issue de la diversité, comme on dit. À l'époque, vous avez été très sollicitée par les journalistes sur ces questions-là. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous leur avez répondu à tous ces journalistes? Alors beaucoup de journalistes sont venus me voir effectivement pour essayer de me faire dire est-ce que vous faisiez le ramadan, est-ce que vos parents, etc., etc. Et je leur ai répondu, vous savez, quand j'y suis arrivée, j'ai demandé à Christian Poncelet, président du Sénat, la direction de la Mecque et un tapis de prière à l'effigie du Sénat. C'était sur le mode de la plaisanterie et eux étaient en train d'écrire. Alors là, j'ai pris ça, ils prenaient ça très au sérieux. Je leur ai dit, je suis au 5e étage, vous avez le choix entre la porte et la fenêtre. Et finalement, ils ne sont pas si rancuniers, les journalistes, parce que j'ai été finalement, nommée sénatrice de l'année pour mon républicanisme et le fait que je sois vraiment une laïque. Mais il n'y a pas que les journalistes qui vous cherchaient sur cette appellation aussi. Nicolas Sarkozy, la première fois que vous l'avez rencontré, il était alors ministre de l'Intérieur, il vous a dit « Ah, c'est vous la sénatrice musulmane ». Absolument. Mais lui, il n'était pas à son premier coup d'essai, il avait fait ça avec le préfet musulman. Et dire ça d'un préfet, c'est vraiment antinomique. Préfet et musulman, le préfet est l'émanation de l'État, l'État est neutre, l'État est laïque, préfet et musulman, ça ne va pas ensemble. Vous voyez ça comment de la part de Nicolas Sarkozy quand il vous a désigné comme tel? Vous y voyez, je sais pas, du racisme, de la discrimination? Comment vous interprétez ça? Pas du tout. Il a une vision de la société qui est une vision plutôt communautariste, libérale communautariste. Donc ça lui allait bien, lui. Mais seulement, c'est pas la République, ça. Mais Rachida, Fadela, Rahman ne sont là que par la volonté d'un seul homme, et c'est Nicolas Sarkozy. Oui, absolument. Et là, il nous a fait grand bien en nommant ces jeunes femmes ministres. C'était très bien. C'est ce que la gauche n'a pas fait. C'est le grand regret de la gauche. Mais il y a une différence entre la légitimité par les urnes et le fait du prince. Mais alors sans vous réduire à votre origine, à votre culture, racontez-nous un petit peu votre parcours, Bariza Chiari. D'où vous venez? Alors, je suis née en Algérie, dans les Aurès, et je suis venue très jeune en France. Mes parents ont été des militants de la cause anticoloniale. Mon père et ma mère ont fait de la prison pendant un certain temps. Donc votre mère aussi, quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant? Comme militante, et j'étais jeune. Et ça, comment dire, j'ai trouvé, ça a forgé mon militantisme et ma citoyenneté, parce que je comprenais qu'il y avait des gens qui souffraient, il y avait des gens qui voulaient s'autodéterminer, que ce n'était pas possible. Donc mon militantisme s'est ancré dans celui de mes parents. Bariza, vous avez signé avec d'autres le manifeste pour l'égalité réelle en faveur de la diversité. Est-ce que ça veut dire que la République veut rattraper son retard aujourd'hui? C'est mauvais signe. Absolument. Absolument. Il y a un retard monstrueux. Et puis on va parler quand même de Barack Obama. La victoire de Barack Obama nous fait penser que aux États-Unis ça a été possible parce que il y avait une classe moyenne issue des minorités qui avait émergé depuis un moment, ce qui n'est pas le cas en France. Et si Barack Obama a été élu, il ne faut pas le réduire uniquement à sa couleur. C'est parce qu'il a répondu à des attentes, qu'il était excellent pour beaucoup de ses qualités. Mais il peut servir aujourd'hui d'exemple, il peut peut-être amener des jeunes à s'engager en politique. Aujourd'hui, Barack Obama, c'est un modèle. Vous nous racontiez un petit peu votre parcours, votre enfance, donc vos parents, déjà par leur engagement politique pendant la guerre d'Algérie. Ça a été le premier échelon de votre engagement politique. Après, qu'est-ce qui a suivi? Vous étiez à Paris, Alors enfant. après, ce qui a suivi, c'est que j'ai vécu ma vie d'étudiante normalement, des engagements un peu étudiants. Puis j'ai été haut fonctionnaire, j'ai
eu des responsabilités syndicales. Mes enfants ont grandi, sont allés à l'école. J'ai eu des responsabilités associatives pendant plus de 15 ans au lycée Janson de Sailly à la FCPE. Donc un grand lycée du 16e arrondissement de Paris. Voilà, oui, de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, oui. Et donc tous ces engagements ont fait que finalement... Mais alors justement, pardon, parce que le lycée Janson de Sailly, c'est un lycée du 16e arrondissement qui accueille la bourgeoisie aisée du 16e arrondissement. Vous faisiez partie de ce milieu-là? Vous étiez de la bourgeoisie aisée? Eh bien, non, mes parents sont analphabètes, sont des commerçants qui, dos au mur, ont un peu réussi. Et ça m'a donné l'occasion d'habiter le 16e arrondissement. Et j'y ai vécu, je vis depuis plus de 30 ans. J'y milite. À travailler, à faire des études. Mes parents ont bien compris que les études c'était essentiel. Et pour parler de la double culture, je dois autant à un vieux maître, Sidi Hamza, qui m'a initié à des choses qui sont du domaine du subtil, qu'à mes maîtres, les hussards de la République, qui m'ont appris l'esprit critique et qui m'ont permis de m'élever au-delà de mes traditions, au-delà sans les gommer, de mes traditions et de ma culture héritée. Ça, ce sont tous les aspects positifs. Barry Zacharie, est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez connu des manifestations d'exclusion à la fois au Parti Socialiste et puis dans votre vie de manière générale? Eh bien, je ne dirais pas d'exclusion, mais je dirais que de temps en temps, il y a des choses, des points d'achoppement. Par exemple, il n'y a pas encore si longtemps, on m'a catalogué de gauche-sagine. Alors j'aurais tout à fait accepté, d'être cataloguée de gauche caviar, parce que c'est pour tout le monde, ceux qui habitent le 16e, le 7e, etc. Mais gauche-sagine, j'ai trouvé qu'on avait ethnicisé l'insulte, donc j'ai fait passer la personne à la commission des conflits du parti. C'était quelqu'un du Parti Socialiste. Oui, ça se passe comme ça Ça se passe comme ça dans le Parti Socialiste? Ça peut aussi se passer comme ça dans le Parti Socialiste. Ça se passe toujours comme ça? Pardon? Ça se passe encore actuellement? Non, c'est rare, c'est rare. Mais c'est pour l'exemple. Je considérais que j'avais une position qui me permettait de le signaler et de faire en sorte que ces choses-là ne se reproduisent pas. Et ça a été facile pour vous au Parti Socialiste, parce qu'on dit beaucoup que les partis politiques ne promeuvent pas assez la diversité. Vous avez été poussé par le Parti Socialiste? Alors, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour une femme. Et les processus d'évitement pour les personnes issues de la diversité, pour le dire pudiquement, sont les mêmes processus d'évitement que pour les femmes. On disait au départ, il n'y en a pas, la politique ne les intéresse pas, etc. Pour les gens issus de la diversité, c'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes processus d'évitement qui sont à l'œuvre. Il faut simplement les combattre. Et je ne dirais pas qu'il y a du racisme, il y a simplement du conformisme et on reproduit les schémas que l'on connaît déjà bien. Comme dans l'entreprise, où on ne veut pas prendre de risques à recruter des gens issus de la diversité, parce que en période de crise, c'est plus facile de recruter des gens qui vous ressemblent. Mais il y a un homme qui vous a poussé en politique, c'est Laurent Fabius, c'est votre mentor en politique. Absolument. Vous êtes rencontrés comment? Alors Laurent Fabius, eh bien écoutez, on m'a dit on te classe parmi les Fabusiens, et puis finalement j'ai dit mais ça veut dire quoi? Moi je suis transcourant. Ma première leçon en politique ça a été qu'on ne peut pas être transcourant. Et Laurent Fabius m'a reçu et il m'a expliqué que la politique c'était affaire d'amitié, de fidélité, d'engagement. C'est ça la plus grande qualité pour vous en politique, la fidélité? Moi je suis fidèle à la fidélité. Donc c'est votre prince à vous en politique. Vous disiez tout à l'heure un petit peu le fait du prince pour Fadela, Rachida, Rama. C'est votre prince à vous en politique alors? On ne peut pas dire c'est mon prince à moi. Je considère que c'est un homme d'une grande intelligence, qui est producteur d'intelligence, qu'il a une vision pour la France et c'est toujours très agréable. L'intelligence c'est quand il arrive à nous simplifier la complexité du monde. Et ça c'est très agréable quand on travaille à ses côtés. Tout à l'heure, Barry Zacharie, on vous a entendu dire, vous avez parlé de quelqu'un qui vous a appris ce que c'est le subtil. Expliquez-nous. Oui. Le subtil, c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est ce qui n'est pas dans les livres, c'est les sagesses ancestrales qui existent dans nos traditions. Et donc, pas toutes les cultures. Voilà, ça c'est un mix entre une culture de culture arabo-musulmane et en même temps la culture laïque, républicaine, qui fait appel à votre esprit critique. Donc le mélange des deux fait que vous arrivez dans des périodes difficiles à puiser dans une culture ou dans l'autre culture pour essayer d'avoir une colonne vertébrale. Vous avez des exemples justement? Des exemples, il y a par exemple des sapiens, des sagesses qui nous guident et qui nous aident. Alors, donc on a vu que votre parcours est effectivement assez exemplaire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, pour justement qu'il y ait d'autres exemples comme les vôtres, qu'il faut de la discrimination positive aujourd'hui en France? Alors je ne pense pas qu'il faille de la discrimination positive. Il faut simplement prendre conscience que la discrimination est une mort sociale, qu'il y a des gens qui ont du talent et qui, parce qu'ils ont un patronyme, parce qu'ils habitent un territoire qui est dit déclassé, souffrent
de discrimination ne peuvent pas donner la pleine mesure d'eux-mêmes. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi de la part des médias, parce que les médias construisent les représentations. Il n'y a pas assez de diversité à la télévision. Et par exemple, ça commence un peu. Mais par exemple, quand on présente un feuilleton ou un film, on a tendance en France à ce qu'un médecin soit blanc et un voyou, un gangster, il est arabe ou il est black. Donc ça, c'est pas admissible. Mais pourquoi pas de discrimination positive? Pourquoi? Parce que je pense que la République ne s'accommode pas de discrimination positive. Je pense que les États-Unis ont fait de la discrimination positive parce que dans leur texte, il y avait des lois qui étaient discriminatoires. Ce n'est pas le cas ici. Et on ne peut pas, et aux États-Unis, c'est un processus de réparation, la discrimination positive. Ici, nos textes ne sont pas discriminatoires, ne sont pas discriminants. En revanche, il y a des préjugés. Et c'est sur les préjugés qu'il faut travailler. Donc j'en appelle aux médias à travailler davantage. Pour Barack Obama, on n'est pas passé de la réalité à la fiction, on est passé de la fiction à la réalité, puisque dans une série télévisée, il y avait un président des États-Unis qui était noir. Alors, au Parti socialiste, le premier secrétaire devrait être une femme. Ça vous fait plaisir? C'est un vrai progrès? Ah, c'est un vrai progrès. Une grande formation politique place à sa tête une femme. Que ce soit l'une ou l'autre. Pardon? Que ce soit l'une ou l'autre. Ségolène Royal ou Martine Aubry. Le fait que ce soit une femme, c'est déjà un vrai progrès. Bien sûr, j'ai ma préférence. Un vrai progrès dans un parti qui vous semblait jusque-là trop misogyne? Non, pas misogyne, puisque la parité, c'est quand même nous. La loi sur la parité, et que nous remplissons les conditions de la parité pour la plupart des élections. Même si Ségolène Royal l'a répété à Reims, même si le Parti socialiste paye encore, je crois, quelques 8 millions d'euros d'amende au titre de la parité. Dans les grands partis, c'est celui qui paye le moins. Et je pense que pour les élections, les dernières élections législatives, nous avons rempli le quota de la parité. Donc il n'y a absolument pas de problème. Vous disiez tout à l'heure, vous avez une petite préférence. Bon, on sait, nous, je crois qu'on connaît laquelle, mais est-ce que vous pourriez la donner pour les téléspectateurs? Oui, moi, je soutiens Martine Aubry depuis le début, parce que Martine Aubry a été en capacité de faire la synthèse avant cette synthèse impossible de Reims. Donc elle a fait la synthèse en faisant en sorte que des gens qui ne travaillaient pas ensemble, qui ne se parlaient pas. Les Fabusiens et les Strauss-Kahniens. Les Fabusiens, les Strauss-Kahniens, les amis de Montebourg. Et donc un travail s'est opéré depuis plus d'1 an. On voit les fruits, puisque cet attelage baroque, comme on le disait au début, a vraiment tenu. Et donc ce choix, vous le faites par fidélité à Laurent Fabius, parce qu'il y a Laurent Fabius derrière cette candidature. Je le fais aussi pour la personnalité de Martine Aubry, parce que je pense que c'est quelqu'un qui saura s'opposer, et je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans opposition forte. Martine Aubry a les compétences, a la capacité de s'opposer, elle a l'habitude du travail collectif. Elle a eu des responsabilités très lourdes quand elle a été ministre des Affaires sociales et du Travail sous Jospin. Donc, elle aura une capacité... Et quelle devrait être sa première action à Martine Aubry pour rénover le parti, justement? Alors moi, je pense que sa première action, d'ailleurs, je pense qu'elle l'a dit, ça serait que les collectivités locales où nous sommes en responsabilité, comme on dit, fassent un grand plan de lutte contre les discriminations. Et ça me va tout à fait. Oui, mais pour lutter après contre la crise, contre toutes les difficultés auxquelles se heurtent aujourd'hui quotidiennement les Français. Martine Aubry a comment dire, elle n'est pas pour la consommation. Martine Aubry met en place, elle a une vision de la société. L'économie, alors, elle a une vision de la société qui est tout à fait intéressante. Et Martine Aubry, si elle devait choisir, elle annulerait le boulet fiscal, par exemple. Ça donnerait des marges de manœuvre pour pouvoir faire des choses et relancer la croissance. Ségolène Royal, elle n'a pas toutes les qualités tout à l'heure que vous avez énumérées pour être premier secrétaire du Parti socialiste. Elle aussi, elle a annoncé un grand plan pour lutter contre la discrimination. Ségolène Royal a une approche différente de la société. Je partage davantage celle de Martine Aubry. Et je pense que Ségolène Royal, quand elle s'adresse à nous dans un discours quasiment mystique, ça ne me convient pas. Je suis rentrée au Parti socialiste parce que j'étais laïque et parce que le Parti socialiste est un parti laïque et son approche de la société qui est faite de, je ne sais pas comment le qualifier, me convient moins, mais si elle était élue, eh bien je serais derrière elle, comme tous les socialistes. Et les Fabusiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils deviennent au Parti socialiste? Ce courant existe encore? Mais ils existent. Les Fabusiens, c'est beaucoup d'amitié, c'est beaucoup de grands élus. Ils existent absolument. Même si Laurent Fabius a été très silencieux au congrès de Reims.
Il a fait un discours d'une très belle tenue, avec une vision, notamment un décryptage de la crise qui était tout à fait intéressant. C'est-à-dire que derrière Martine Aubry, il y a les Fabusiens, on peut dire ça? Il est silencieux mais influent finalement. Il y a aussi les Fabusiens. Il y a une partie des Strauss-Kahniens, il y a les amis de Montebourg, il y a les amis de Martine Aubry, et il y a aussi les Fabusiens. Vous diriez qu'aujourd'hui, Martine Aubry lui doit un peu sa candidature à Laurent Fabius? On ne peut pas dire les choses comme ça. Martine Aubry était la femme du moment. Et c'est très bien. Sur la diversité, Barry Zacharie, Nicolas Sarkozy a confié à Simone Veil le soin de réfléchir à introduire dans la Constitution le principe d'assurer le respect de la diversité et de ses moyens. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je ne suis pas favorable à ça, parce que pour assurer le respect de la diversité tel que c'est dit, il faudrait faire appel à des statistiques ethno-raciales. Je suis contre le comptage, contre les statistiques ethno-raciales. Je pense qu'il y a une question. La question, c'est la question des préjugés, la question, c'est la construction des représentations, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Même anonyme, parce que Nicolas Sarkozy voulait un comptage ethnique anonyme. Non, mais je ne suis pas, absolument pas. Notre système, on l'improvise pas, on ne le bouscule pas avec des statistiques ethno-raciales. Comment voulez-vous que je me classe? Est-ce que je vais me classer dans la case des Français, des Blancs, des Beiges, des Rosés, des Métis, des Noirs? Écoutez, en Angleterre, il y a déjà des statistiques ethno-raciales. Les Noirs, qui sont en bas de l'échelle, veulent être plus hauts. Les Blancs, les Irlandais ne sont pas en reste et veulent aussi une case. Et je trouve que chaque fois qu'on sort les statistiques ethno-raciales en Angleterre, il y a un combat pour nous représentons tant % de la société, nous voulons tant de postes. C'est pas de cette manière que ça se passe. Et il y a également des discussions, une concurrence entre les communautés, même sur le plan mémoriel. Et ça, c'est pas du tout acceptable. Barry Zacharie, on va finir sur une note plus personnelle. On va parler de vos enfants. Vous en avez 3. Est-ce qu'ils se sentent aussi issus de la diversité? Parlez-nous un peu d'eux. Bien, ils se sentent d'une culture aussi, je vais dire arabo-musulmane, parce que la transmission se fait à travers. Alors, 2 vivent à Paris et 1 vit aux États-Unis, où il travaille dans une grande banque américaine. Et oui. Qu'est-ce qu'il fait précisément? Il est banquier. Il est banquier. Donc vous avez des nouvelles de la crise? Alors des nouvelles de la crise, oui. Il me dit que depuis quelques années, on modélise les produits dérivés, et à force de les modéliser, on les met dans une boîte, et puis après on vend la boîte quelque part, et puis on ne sait plus ce qu'il y a dans la boîte. Et ce qui est arrivé ne l'étonne pas du tout. Mais comment lui personnellement il vit la crise? Alors lui, il est angoissé, Non, non, pas du tout angoissé. Ses collègues le sont. Ah bon? Et lui, ses collègues le sont, et lui non, parce que il a quelque chose de ce qu'on lui a inculqué dans la tradition et dans ses racines, qui sait qu'il ne mourra pas de faim. Et donc ça lui donne une solidité que n'ont pas ses collègues. Et du coup, il apparaît comme quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid. C'est quelque chose un petit peu du subtil dont vous nous parliez tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose du subtil. Ces fameuses sagesses. Voilà, ces fameuses sagesses orientales qui nous construisent aussi. Très bien, écoutez, merci beaucoup Barry Zacharie d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Hélène, Sonia, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour un prochain Jeu de Dames. Merci.